Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré ? Les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes, un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Michel Rébis. Bonjour Michel, nous nous trouvons ici au-dessus du village de Porquerolles, à 200 mètres du fort Sainte-Agathe, au pied du moulin à vent, ou plutôt en haut là, baptisé Moulin du Bonheur. Ce moulin qui ne tournait plus depuis 200 ans et qui a repris vie en 2007 grâce à vous, puisque vous avez œuvré pour qu'il soit reconstruit à l'identique dans la tradition des moulins à vent provençaux. Nous allons revenir là-dessus, sur cette découverte du moulin. Mais avant cela, j'aimerais que vous puissiez vous présenter, me dire en quelques mots où vous êtes né, où vous avez grandi et quelles sont là ou les fonctions que vous avez exercées. Je suis un Provençal complet. Je suis né à Olioul, dans le Var. Et j'ai toujours vécu dans le Var. Bon, j'ai été prof au collège du Lavandou. Et depuis la retraite, on vit sur Porquerolles. Vous enseignez quelle matière quand vous étiez professeur ? C'était des élèves en difficulté que j'avais. Oui. C'était des classes de transition. J'avais des élèves qui étaient en échec scolaire, quoi. Et ça, c'était passionnant parce que ça me permettait de les sortir de leur ignorance et de leur échec qu'ils avaient subi jusqu'à maintenant, quoi. Vous aviez une matière de prédilection que vous enseignez à l'époque ? Ah oui, moi c'était les maths. Les maths. Maths et sciences. D'accord. Donc une discipline qui va certainement vous servir aussi un petit peu plus tard et on le verra avec le moulin. Qu'est-ce qui vous a amené à Porquerolles ? Oh ben on avait un bateau dans le port. Oui. Et après, petit à petit, on a cherché à s'y installer définitivement, quoi, constamment. Et on a trouvé un logement. Et depuis, on est là. D'accord, donc ça fait à peu près une quinzaine d'années, c'est ça ? Une petite quinzaine d'années ? Oui, à peu près. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a marqué ici en arrivant ? Est-ce que vous avez eu des difficultés à vous intégrer ou au contraire, ça a été plutôt fluide ? Ça s'est inscrit dans une continuité ? Mais disons qu'avec l'accent que j'ai pas eu de problème. C'est vrai qu'il s'entend cet accent. J'ai pas eu trop de problème avec les Porquerolles, quoi. Non, et puis en étant sur le bateau au port, ça fait des liens différents, quoi. À Porquerolles, il y a des gens du port et des gens du village. C'est vraiment très, très particulier. Et nous, on était plutôt au port. C'est ça. C'est ce que Monique m'expliquait, c'est qu'au départ, vous alliez finalement assez peu dans le village quand vous veniez en vacances. Oui. Et que vous viviez vraiment la vie du port qui, semble-t-il, est vraiment différente. Quand vous vous êtes installé entre 2005 et 2006, si je ne me trompe pas, est-ce que vous pensiez y rester tant d'années ? Est-ce que c'était une installation pour... Ah, si, non. On était tellement bien là qu'on savait qu'on y resterait, quoi. D'accord. Donc c'était un vrai choix, oui. après la retraite, de vous installer ici. C'est-à-dire, d'abord, on a vécu un peu à l'intérieur des terres, dans la Rocamboussane, là. Mais c'est vrai que l'attrait de la mer m'a toujours été important pour moi, quoi. Donc, je pouvais difficilement vivre loin de la mer. Donc, c'est pour ça qu'on est venu s'installer ici, quoi. Vous avez une histoire un petit peu particulière avec Porquerolles et notamment avec ce moulin. Est-ce que vous pourriez m'expliquer aujourd'hui, on se trouve à l'intérieur, dans les murs du moulin, mais j'imagine que quand vous êtes arrivé, le moulin ne ressemblait pas à ça. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu cette fabuleuse histoire ? Je crois que c'est une relation avec le vent. J'ai toujours fait de la voile et de voir qu'un bâtiment pouvait utiliser la force du vent, ça m'a passionné. Donc, il était vraiment en piteux état, puisqu'il n'y avait que la maçonnerie, quoi. Et donc, il a fallu trouver un budget, trouver des gens capables de le restaurer, et surtout avoir les autorisations du parc, parce qu'il appartient au parc.
Absolument, mais quand vous l'avez découvert, ce moulin, c'était une tour en ruine. Vous avez immédiatement su que c'était un moulin, vous vous êtes renseigné non, ça, j'étais certain que c'était un moulin. Oui. Si vous voulez, déjà, la porte au nord, ça, c'était déjà un truc caractéristique, c'est-à-dire un endroit où les ailes ne se trouvent jamais. C'est-à-dire que le meunier pouvait rentrer dans son moulin par n'importe quel vent. Et ça, c'est important parce que l'orientation de la porte d'entrée est vraiment significative des moulins à vent, quoi. Et vous êtes arrivé, vous n'êtes pas porquerolais, mais vous avez eu cette idée de restaurer ce moulin. Personne d'autre avant vous n'avait eu l'idée ? Non, je ne crois pas. Non. Oh, ben c'était un rendez-vous des amoureux de Porquerolles. c'est tout ce que... Ah, il servait uniquement à ça, quoi. Donc c'était, tout le monde reconnaissait le petit côté pittoresque, mais vous y avez-vous vu vraiment le potentiel de l'ancien moulin, c'est ça ? Non, et puis c'est mon amour pour le vent, quoi, la force du vent. J'ai toujours fait de la voile, donc maîtriser le vent, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, quoi. Et l'utiliser et s'en servir. Et donc vous avez eu à convaincre des gens, comment ça s'est passé en fait ? C'est-à-dire, je suis allé voir à l'époque, ce directeur du parc, c'était Lopez. Et quand je suis allé le voir, il m'a dit « Vous me faites rêver ». Et à partir de là, ça a été le déclencheur, quoi. Et après, on a eu toutes les facilités possibles et imaginables de la part du parc, ce qui était important, quoi. Parce que le moulin appartenait au parc. Donc vous avez eu des financements, j'imagine ? Ah ben ça, le financement, il a fallu le chercher après, quoi. Ça a été la région, ça a été le département. Puis ensuite, il y avait une association qui s'appelle les Amoureux de Porquerolles, qui eux aussi ont donné un bon coup de main, quoi. Financièrement, puis aussi par leur aide morale, quoi. C'était important parce que c'était pas évident au départ de se lancer dans une aventure pareille, quoi. Et ensuite, ça a été la rencontre avec un charpentier, un peu fou d'ailleurs, qui a été emballé par le projet et qui a vraiment œuvré pour que la charpente soit faite. Alors, il était dans le Var, et là, il a monté le moulin d'abord chez lui, là. On a tout démonté, remonté ici. Et on a eu quand même pas mal de facilités pour les transports. Chaque fois qu'on a eu besoin d'aide, le fait que ce soit pour le moulin, ça facilitait beaucoup les choses. Donc l'architecte, c'était... Jean-Charles Dutel. Il y a eu un ébéniste aussi qui a travaillé, qui est le père de l'architecte. C'est le père, c'est lui qui a réalisé toute la charpente, le bâti, tout, c'est tout. Alors ça a tout été fait dans son atelier, et ensuite ça a été tout transporté ici. Il a fallu amener une grue monumentale parce que là, il y a du poids, hein, chaque poutre, c'est plus des centaines de kilos, quoi. Oui, j'imagine. On n'est pas sur le plafond aquatique de la Fondation Carmignac, mais presque. Voilà. Donc, puis ça a été vraiment une belle aventure parce qu'on a eu beaucoup d'aide finalement, quoi. Les gens ont adhéré au projet avec beaucoup d'enthousiasme. Il a été achevé, en fait, la construction a démarré quand et ça s'est passé en combien de temps cette reconstruction à peu près ? Alors là, en 2005, le début des travaux, et je crois avoir lu qu'en 2007, voilà. Donc ça a finalement été... moi, ça me semble très rapide. Oui, mais il y avait des entreprises qui étaient à la hauteur, quoi. Avec du matériel, avec des grues, avec vraiment l'entreprise Infolia, ils ont fait un travail fabuleux, là. Avec des moyens techniques importants, quoi. Oui, vous aviez le soutien du Parc National, oui, j'imagine, qui certainement a facilité. Ça, c'était Lopez. Emmanuel Lopez, c'est ça. Emmanuel Lopez. C'est lui qui a été vraiment facilitant pour tout, là. Oui, je l'ai fait rêver longtemps. Et donc aujourd'hui, c'est un moulin qui se visite. Là, aujourd'hui, on est par exemple la veille de lundi de Pentecôte. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de vent, mais il y a beaucoup de monde. C'est un moulin que l'on peut visiter facilement. Ah ben ça, c'est le parc maintenant qui le gère. Hein. Donc moi, je suis en dehors, complètement en dehors, là. Je ne m'en occupe plus du tout, là. Ça fait partie d'une de vos fiertés, ce moulin ?
Oui, oui, si on veut. Non, non, c'est vrai que j'en suis fier, mais je n'ai pas été seul à le restaurer, je n'ai pas été seul à le remettre en état, quoi. Non, mais il faut toujours quand même, Monique, voilà, disait de vous que vous avez été le découvreur. Je trouve que c'est une belle formule et il faut toujours des découvreurs, des inventeurs pour qu'ensuite les idées puissent se mettre en œuvre. Non, mais j'ai toujours été passionné par le vent, alors, et l'utilisation du vent. Je suis un voileux, et donc... Alors, justement, parlez-moi un petit peu de cette architecture. Quand vous dites le vent vous passionne, ça fonctionne un petit peu comme un bateau, un moulin ? Bien sûr, oui. Oui, à peu près. Il faut orienter les voiles face au vent, déjà. Et ensuite, il faut plus ou moins les habiller, selon la force du vent. On peut mettre toute la toile, on peut en mettre qu'une partie sur les quatre ailes, ou alors même que sur 2 ailes, quand le vent est très très fort, quoi. Ça, c'est toute une espèce de réglage en fonction de la force du vent, quoi. Et ça, les moulins, les meuniers étaient extraordinaires pour maîtriser le vent comme ils le faisaient, hein. Parce qu'une fois que tout est installé, pour arrêter, c'est vraiment très très difficile, quoi. Il faut donc vraiment adapter la voilure à la force du vent. Parce qu'on n'a aucun moyen de l'arrêter, quoi. Si on se trompe dans la voilure, ça peut devenir très vite catastrophique, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui qui peut... Le moulin s'emballe, quoi. Et quand le moulin s'emballe, tout s'envole? Ah ben non, il risque d'abord... Parce que le tout n'est posé. Toute la toiture, toutes les ailes, tout ça, c'est posé sur la maçonnerie. Donc il n'y a rien qui peut le retirer, quoi. Qui peut l'empêcher de s'envoler si vraiment il y a une grosse tempête, quoi. Et ça, c'était la hantise des meuniers, quoi, chaque fois, de bien maîtriser et de bien orienter le moulin en fonction de la force et de la direction du vent. Et donc là, le moulin, il est en fonctionnement ou pas? Ou c'est plus un moulin d'agrément que l'on visite et qu'on découvre? C'est le parc qui s'en occupe. Disons qu'avant que mon association le donne, j'allais dire, on l'abandonne au parc. On le faisait tourner régulièrement. Jusqu'en 2012, c'est ça? Et là, c'est plutôt un moulin que l'on visite. J'imagine qu'il y a peut-être des écoles qui viennent le visiter. Peut-être, je sais pas. Ça a certainement des vertus pédagogiques, vous qui avez été enseignant. J'avoue que Vous avez laissé un petit peu la main? J'ai un peu laissé la main, même complètement, quoi, parce que... Mais vous prenez plaisir quand même à revenir ici? Oui, mais chaque fois avec un petit pincement au cœur, quand même. C'est vrai? Ouais, parce que j'en ai plus la maîtrise, j'en ai plus la... C'est plus mon moulin, quoi. Je l'ai donné, quoi. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de votre lien avec l'île. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu à quoi ressemble une de vos journées sur l'île? On se balade beaucoup. Comment? On se promène beaucoup. C'est vrai. 2 à 3 heures par jour, si j'ai bien compris. Oui, à peu près. Ouais, c'est énorme. On navigue pas mal aussi. Des fois, on va jusqu'à Port-Cros, enfin, on a vu aller jusqu'en Corse. On a bien navigué avec. Là, on s'est un peu calmé, mais ça va. Comme je l'ai posé à Monique, cette question, pour vous, quelle est la saison que vous préférez à Porquerolles? Vous n'avez peut-être pas les mêmes... C'est l'automne et le printemps. Ah, l'automne et le printemps. Pour Monique, c'était l'hiver. Ah non, l'hiver, il y a du vent, il y a Mistral. Alors, qu'est-ce que vous trouvez de... Voilà. L'automne, c'est les champignons, c'est les balades pour aller faire de la salade sauvage. On est vraiment à la recherche de ce que la nature peut nous offrir à Porquerolles, quoi. Et le printemps, pareil? Le printemps, là, c'est la promenade pour voir les amandiers en fleurs, tout ce qui fleurit, quoi. Ça, c'est extraordinaire, ça. Vous aimez ces saisons de transition où l'île, en fait, se transforme? Voilà. Après l'été, c'est moins bien parce qu'on est envahi, l'île ne nous appartient plus, quoi. Ouais, je
crois que ça, c'est une constante. J'ai beaucoup entendu cette formule. L'île ne nous appartient plus. Eh oui, on la prête un peu. Vous la prêtez, oui, un peu beaucoup d'ailleurs, parce qu'ils sont nombreux quand même à venir l'investir. Quel est votre endroit préféré sur l'île? Je crois que c'est le sommet. Là. La repentance? Non, le sommet. Là. La vigie. La vigie, oui. Parce qu'on a d'un côté, on voit le grand large, et de l'autre côté, on domine toute l'île. Quoi. Et ça, c'est un endroit qui me plaît beaucoup. Quoi. Puis en plus, il y a peu de gens qui y vont. Parce qu'il faut grimper, alors ça limite pas mal. C'est ça rebute un peu les touristes. On parle souvent de Porquerolles authentique. Alors bon, certes, vous n'avez pas habité ici il y a une cinquantaine d'années. Néanmoins, vous y vivez à l'année, donc vous vivez les hivers. Pour vous, la Porquerolle authentique, ce serait quoi? Disons le printemps et l'automne. Parce que l'hiver, il y a du Mistral, c'est un peu dur. Quoi. Mais le printemps et l'automne, c'est parfait, ça. Il n'y a pas trop de monde? Il y en a moins. Là, ça commence à arriver. Hein. Oui, c'est impressionnant. Hein. Est-ce que si vous aviez un souvenir, une anecdote marquante de votre vie à Porquerolles à raconter, alors peut-être que c'est l'histoire du moulin, peut-être que vous en avez une autre ou peut-être une plus anecdotique, mais est-ce qu'il y a quelque chose, un petit souvenir qui vous revient comme ça et qui vous a marqué? J'ai été sauveteur en mer longtemps. Ouais. Et après, j'ai été atteint par la limite d'âge. Là, j'ai eu de belles aventures là, en mer. Et on a eu des moments même très, très, très difficiles. On a récupéré des gens. Ça n'a pas toujours été rigolo. Et là, j'aimais vraiment l'ambiance de tout l'équipage, là, de toute l'équipe. Quoi. Là, on était vraiment très, 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 très soudés. Et on savait qu'on pouvait compter les uns sur les autres. Quoi. Donc à la fois une expérience fraternelle, mais certainement difficile, où vous avez vécu des moments durs? On a vécu des moments assez durs. Quoi. Vous étiez retraité, c'était au moment où vous êtes installé sur l'île, en fait, que vous avez choisi de vous engager au sein de cette équipe? Oui, non, parce qu'on était bien copains avec le chef, là, avec Marc Zeffo. Et puis, je sais pas... Ça vous parlait, voilà. Vous étiez la main sur l'eau que c'était normal. Hein. C'était votre univers. Voilà. L'eau et le vent, je crois que... Plus que la terre. Hein. Plus que la terre. Alors justement, l'eau et le vent, c'est caractéristique de la vie insulaire. Alors la vie insulaire, elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, sa particularité? Vous qui avez vécu sur le continent pendant de nombreuses années, quelles sont pour vous les caractéristiques de la vie insulaire? On se connaît tous. Ça, il y a une espèce d'intimité qui se crée entre nous. Là. C'est comme pas une grosse famille, mais presque. Quoi. On est plus que dans un village. Parce que le village, on peut s'en échapper. L'île, c'est un peu plus difficile. Il faut prendre le bateau, puis ça dépend du temps. Mais on est davantage soudés par le fait qu'on est sur une île. Quoi. Mais à la fois, quand on est, comme vous dites, on est à la fois très proche. Dans une famille, il y a les moments très forts de solidarité, il y a des moments plus difficiles. Donc c'est aussi ça, la vie insulaire, parfois, une proximité, une promiscuité qui peut être un peu encombrante ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, parce que finalement, on est tellement liés les uns les autres, parce que des fois, on a besoin les uns des autres, qu'on n'a pas intérêt à se fâcher. Quoi. Ça serait complètement ridicule. Quoi. Est-ce que vous voyez, alors vous avez fait le choix de vivre ici, est-ce que vous voyez quand même parfois des inconvénients, ou est-ce que vous avez vu par le passé des inconvénients dont vous vous êtes accommodé? Très peu. Non, mais c'est le fait d'être loin des commerces, par exemple, loin de... Puis, chaque fois qu'il
il faut traverser, donc par n'importe quel temps. Non, puis on n'a pas tout sur l'île, quoi. On est obligé de traverser pour aller faire le plein de provisions. Mais si la vie en autarcie totale était possible... J'adorerais. Je comprends ce que vous voulez dire. L'hiver, l'île, elle revêt un tout autre visage. On entend souvent qu'il faut avoir passé 1, voire 2 hivers sur l'île pour prétendre connaître la vie à Porquerolles. Un habitant de Porquerolles disait « Il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous trouvez que les hivers sont longs et rudes ? J'ai cru comprendre que vous trouviez que c'était une saison pas facile. Et si oui, si vous pensez qu'il faut un trésor pour pouvoir passer l'hiver ici, est-ce que vous en avez un ? C'est la nature, les balades. Hein, ça, c'est le fait de pouvoir être en contact avec la nature très rapidement, quoi. Dès qu'on sort de la maison, on est dans la nature, quoi. Et ça suffit à vous ressourcer en permanence ? Ah oui, ça oui. Et puis il y a la mer, il y a l'eau quand même. Il y a le bateau, il y a le fait qu'on puisse se baigner, qu'on puisse se retrouver dans l'eau, quoi. Ça, c'est pour moi, l'eau, c'est important. Vous avez le sentiment de vivre quelque chose de privilégié ? Ah oui, complètement, ça oui. Ça oui, et on l'apprécie tous les jours. Et je suis même des fois étonné que les gens ne l'apprécient pas plus, quoi. Je pense que ça nécessite certainement une certaine façon de percevoir la vie et la nature. C'est exact. Il faut aimer la nature, sinon. Absolument. Il faut fuir les gens aussi. Peut-être qu'il faut avoir un peu cet esprit sauvage. Peut-être un peu, ouais. Alors, il semblerait que lorsque les insulaires partent en vacances, ils partent presque toujours sur d'autres îles. Est-ce que vous l'avez constaté et est-ce que vous l'expliquez, même si on a déjà un petit peu abordé le sujet ? Non, c'est curieux, mais c'est comme ça. Je l'ai constaté, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est justement, ce serait un peu cette recherche de, pas l'isolement, mais d'une vie un peu à part ? Non, je crois que l'espace du continent doit leur faire un peu peur. C'est trop grand, trop vaste. Trop vaste. Une île, on connaît ses limites et on s'y sent bien, quoi. Alors que le continent, on se sent un peu perdu, quoi. Alors l'île, elle attire énormément, là on commence à le voir. En été, c'est 15 000 touristes par jour, c'est colossal. Pour 300 habitants au maximum sur l'île à l'année. Comment vous vivez cette rupture entre la vie sur l'île l'hiver et la vie sur l'île l'été ? Est-ce que vous adaptez votre mode de vie ? Ah ben oui. Nous, on se réfugie sur notre bateau, puis là, dans le port, on est quand même assez tranquille, quoi. Vous voyez tous les touristes passer. Ils envahissent l'île, ils ne nous envahissent pas sur le quai. Ça, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'en général, ils passent par le quai, mais ils n'y restent pas. Ils n'y restent pas. Quel conseil vous donneriez à un touriste qui vient passer une journée ? Qu'est-ce que vous lui diriez de faire ? Ou si toutefois vous aviez un conseil pour quelqu'un qui se dit « Bon, moi je n'ai qu'une journée à passer ici, mais je souhaiterais vraiment saisir un petit peu de l'essence de Porquerolles ». Est-ce que vous auriez un itinéraire ou une façon de voir sa journée à lui recommander ? D'abord, de ne pas aller sur les plages. La tentation. Ne pas céder à la tentation. Et de se promener un peu à l'intérieur, surtout du côté des oliviers là-bas, et en allant vers le phare. Là, il y a des espaces extraordinaires. Là. Il est encore possible dans ces lieux-là de trouver de la tranquillité. Voilà, exact. Et puis alors après, il y a une balade qui est extraordinaire, c'est la route des crêtes, là, le long de la côte, quoi. Partir pour aller jusqu'au Langoustier, quoi. Là, il y a une balade extraordinaire à faire, parce que d'un côté, on domine le large, et de l'autre côté, on domine la baie de Hyères, quoi, et le village. Et là, il y a une balade sur les crêtes extraordinaire, quoi. Et il y a peu de gens qui l'empruntent, finalement. Oui, ça c'est vrai. C'est un peu dur, mais là, c'était une balade extraordinaire, parce qu'on arrive jusqu'au Langoustier, et là, c'est fabuleux.
Et là, il est encore possible d'être seul. Ça, c'est vrai que même au cœur de l'été, là où tout le monde cherche une place sur la plage. Oui, il faut y grimper. Ça se mérite, la Porquerolles authentique. Si on se projetait un petit peu, et là, voilà, ça fait une petite quinzaine d'années que vous êtes ici. Vous y alliez avant également en vacances. Comment vous avez vu l'île évoluer et quel regard vous portez sur ces changements ? Mais disons qu'il y a une espèce d'invasion journalière là, qui est un peu gênante quand même. Ça, l'île perd aux heures en pleine journée, quoi. Elle perd son charme, elle perd. C'est un peu comme un grand boulevard à Paris, quoi. Ça, les gens défilent, on se demande ce qu'ils apprécient d'ailleurs. Et c'est un grand déménagement de personnes. Là, c'est pas... Ça vous semble pas très intéressant ? Vous pensez qu'il faudrait réguler ce flux ? Non, parce que bon, la liberté, ça existe. Hein, il faut que les gens viennent. Mais enfin, ça fait quand même un peu, ça fait un peu drôle. Ça fait un peu comme les visites de grands bons-blancs. C'est curieux, quoi. Même fait. Oui, il faut bien que les gens en profitent aussi. Oui, absolument. Mais j'entends. Ça peut laisser parfois perplexe de se dire on traverse, on vient passer une journée dans la chaleur pour être coincé entre deux serviettes. Avec les glacières pleines. Hein. Exactement. Bon, chacun sa vision des vacances. Mais j'entends bien. C'est un peu comme les gens qui vont visiter le Mont-Saint-Michel, quoi. C'est vraiment, on y va, il faut y aller, quoi. Oui, c'est ça. C'est j'ai fait Porquerolles, quoi. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui vous semble quand même avoir évolué positivement ? Est-ce que vous avez une vision plutôt positive de l'évolution de l'île ou est-ce que vraiment vous portez un regard assez nostalgique sur... Non, je crois que la présence du parc, quand même... permet un entretien de l'île important, quoi. Je crois qu'ils ont établi une espèce de règlement, de savoir-vivre qui fait que c'est encore acceptable, quoi. On est envahi, mais fait de façon raisonnable, quoi. Et ça, je crois que le parc y veille beaucoup. Le fait qu'on régule le nombre de passages sur les bateaux qui traversent, ça c'est important. Oui. Pour vous, quels sont les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir ? Qu'il n'y ait pas trop de bouleversements, pas trop de... Vous voulez dire des bouleversements environnementaux ? Environnementaux, oui. Bon, ce qui est un bien, c'est qu'on n'a plus le droit de construire, ça c'est déjà monumental. La fréquentation, disons, tant qu'on la modère comme on le fait actuellement, ça va. Mais c'est vrai que c'est quand même... On a l'impression que c'est quand même un endroit fragile. C'est vraiment... On est toujours à la merci d'un débordement. Et ça, c'est... La nature ne pardonne pas. Là. Dès qu'il y a des exagérations, elle se venge. Oui, donc pour vous, l'enjeu, c'est la préservation. Ça, c'est capital. Si vous deviez imaginer Porquerolles dans 20 ou 30 ans, et que vous laissiez libre votre imagination, est-ce que vous auriez une idée de ce à quoi Porquerolles pourrait ressembler ? Surtout qu'elle ne change pas. Ça, c'est votre souhait. Mais si vous portez un regard un peu réaliste sur l'évolution, qui peut être un regard positif, hein, absolument. Non, je ne vois pas trop. Donc, ça, essayer de préserver le maximum dans l'état actuel où elle est, quoi. Ça, c'est le capital, quoi. Donc, autrement, Oui, vous pensez qu'aujourd'hui, la prise de conscience, bien qu'elle mette un peu de temps à se mettre en œuvre opérationnellement et que les gens ont bien pris conscience du danger écologique et des enjeux environnementaux,
Non, c'est vrai que si on pouvait limiter davantage la fréquentation, ce serait quand même pas mal. Comme ça se fait sur certaines îles de Bretagne. Hein. De Bretagne, oui, exactement. Ça, c'est... je comprends pas qu'on n'y soit pas arrivé. Certainement une pression économique. Ah non, et puis c'est surtout les commerces, là. Oui, tout à fait. Quel conseil vous donneriez à des personnes qui souhaiteraient s'installer à Porquerolles à l'année ? D'abord, de savoir ce que c'est que la vie sur une île. C'est pas du tout la même vie que sur un continent. Parce que il faut savoir qu'on n'a pas tout sur place, qu'on a des prévisions à faire, et que c'est pas si évident que ça, quoi. Oui, on pourrait avoir une image un peu idyllique. Voilà. Il y a des moments, c'est quand même difficile, quoi. Surtout quand on a, par exemple, des 3, 4, 5 jours de Mistral, où on a des tempêtes colossales, ça, il faut le vivre, quoi. Et si on ne l'aime pas, c'est pas la peine d'insister, quoi. Il faut pas rester là, quoi. On peut vite se décourager. Donc ça, avoir vraiment conscience que l'île, ce n'est pas juste le beau tableau peint sur les cartes postales. C'est comme si on était sur un gros bateau, quoi. Il y a des moments où il faut tenir compte davantage de la météo, de l'environnement, des tempêtes, de tout ça. Et il faut en tenir compte, quoi. Alors que sur le continent, on peut s'en passer, quoi. Et ici, il faut vivre avec, quoi, et en tenir compte. Si vous aviez un vœu à formuler pour Porquerolles et ses habitants pour les 20 prochaines années, quel serait-il ? Continuer à limiter la fréquentation. Ça, c'est... Vous pensez que c'est vraiment essentiel, que c'est la clé pour préserver Porquerolles ? Oui, parce que là, l'île n'est pas capable d'absorber une telle fréquentation, quoi. Il y a des... moi, je la limiterais davantage. Alors, en évoquant Porquerolles, l'image un peu d'Épinal, c'est celle d'un écrin. Alors, on parle de joyaux de la Méditerranée, de perles des îles d'Or. Un peu à la façon d'un portrait chinois, avec le regard que vous avez sur l'île, la connaissance que vous en avez. Quel serait, selon vous, l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles ? Les plages. Les plages et la place. La place, c'est vraiment caractéristique de Porquerolles, quoi. Il y a peu de villages où on est une place aussi ouverte, aussi... Elle est immense, cette place, faut le dire, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. C'est vraiment une place qui est assez grandiose, qui a rappelé à Monsieur Fournier, quand il a acheté l'île, les grandes places mexicaines. Hein, elle a quelque chose d'assez incroyable, cette place. Pour vous, elle est vraiment caractéristique. Oui, pour moi, c'est le cœur du village. Il s'y passe beaucoup de choses sur cette place ? Les gens qui jouent au bowle, quoi. Oui, vous en faites partie ? Non, pas trop. Non, pas trop. Vous observez ? Non, on y passe de temps en temps, quoi. Mais c'est vrai que ça fait la vie du centre du village, ça c'est sûr. On est donc vraiment au cœur là du moulin. Est-ce qu'il y a des choses, j'ai la chance d'être à vos côtés, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez me montrer qui sont vraiment dans la conception du moulin ? Je vois que il y a beaucoup il y a du bois évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses qu'il faut connaître quand on n'y connaît pas grand-chose ? Non, mais surtout les essences qui sont utilisées, quoi. La grosse partie, c'est du chêne. Ouais. Et après, là, il y a des bois particuliers. Parce que l'acacia, c'est un bois qui est souple, mais qui ne se casse pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors là, ce sont les meules. Il y en a, ça, c'est celle qui tourne. Oui. Et dessous, il y a la fixe, la dormante. Alors, le grain... On met le grain ici. Oui. Ça vibre et le grain tombe au milieu, entre le trou des deux meules. D'une meule, la meule de dessus, quoi. La tournante et dessous il y a la dormante, celle qui est fixe. Alors il y en a une qui tourne et celle-là tourne et l'autre dessous elle est fixe. D'accord.
Et donc, la force centrifuge fait que la farine est expulsée alors que le grain arrive là. Et ça, on règle le débit ici, là, plus ou moins. Voilà. Alors, et ça... Alors ça sert à quoi? Pourquoi une Ça, cloche? ça donne la vitesse du moulin. Et alors, plus ça tape fort et plus le moulin va... Non, plus ça tape, tac, 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 Ouais. tac, tac. Il faut qu'à ce moment-là, que le meunier règle ses voiles pour diminuer la prise au vent. Et Le meunier doit être présent quand, constamment. le moulin fonctionne? Constamment. Non. Surtout, il ne faut pas qu'il s'en aille. Là, parce que Ce serait dramatique. Parce que le moulin risque de s'emballer. Et le moulin risque de navigateur. s'emballer, ça serait catastrophique. Quoi. Et puis là, il faut qu'il vérifie chaque fois si c'est bien graissé, si le frein est bien lâché. Pour le tourner, on prend là Ouais. et on fait ça. Et on appuie là. Ah non, mais c'est très physique. Oui. Non, mais d'abord, il faut enlever les freins Oui. et après, on le fait tourner. On y arrivait quand même. C'est vrai que je comprends mieux, moi qui n'avais jamais vu de l'intérieur un moulin, je comprends mieux la similitude avec le bateau en fait. Ah oui, c'est oui. vraiment quelque chose de très mouvant et toujours en mouvement finalement. Mais il y a trop de vent. Là, il y a trop de vent là. Aujourd'hui, on est à quoi? Ou alors, on pourrait le faire tourner en réduisant, en équipant que 2 ailes, et la moitié de la voilure. D'accord. On a un système, les voiles, on peut les plier, et au lieu d'utiliser toute la surface de l'aile, on peut utiliser que la moitié ou même un tiers. Et à ce moment-là... Donc là, par exemple, aujourd'hui, la Porquerolles Cup est annulée. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire tourner le moulin. Donc, oui, c'est trop dangereux. Ouais. Non, parce que le problème, c'est que tout ça n'est que posé sur le... C'est pas fixé. Tout ça, c'est posé sur ça. Et à ce moment-là, ça risque de partir. Oui, complètement. C'est assez impressionnant quand même. C'est une machinerie totalement incroyable. On n'imagine pas du tout. Vous me disiez, Michel, ce moulin, il a été déformé Moulin du Bonheur parce que c'est le lieu où se retrouvent les amoureux. Mais sinon, le terme originel, c'était le moulin du bon vent. Du bon vent. On va rester sur cette note-là, qui est pleine de poésie. C'est un lieu magnifique en tout cas. Voilà, merci beaucoup Michel. On va peut-être redescendre. La terre ferme. Merci à Michel pour cet échange chaleureux et pour m'avoir permis de pénétrer dans l'antre du moulin de Porquerolles. Et merci à vous d'avoir écouté Fragile. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.toutattaché.com. Vous pouvez vous abonner à Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est la meilleure manière de le soutenir. Dans le prochain épisode, nous entrerons dans l'atelier de Sabine, une artiste qui fait parler les cartes marines et s'engage avec ferveur pour l'avenir de Porquerolles. À très bientôt!